Alors, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Fauvel, enseignant-chercheur à l'université à Amiens. C'est un très grand plaisir parce qu'on va aborder un thème singulier, me semble-t-il, la relation entre le cinéma et, comment on pourrait dire, l'électroacoustique, mais oui, plus en tout encore. Cas, un premier pas en tout cas vers l'électroacoustique à travers ces exemples-là, et puis j'espère qu'on pourra continuer ensemble justement à travailler. Moi, c'est très concrètement, merci Stéphane déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'être là. Très concrètement, j'ai travaillé, j'ai commencé mes classes ici en électroacoustique très récemment, et puis j'ai dû m'arrêter pour des raisons personnelles, malheureusement. Donc j'espère bien reprendre rapidement. Et c'est quasiment une recherche nouvelle aussi, qui a 3-4 ans pour moi à peu près. Ça c'est parti quasiment au confinement, au moment où je réécoutais pas mal de disques d'ailleurs. Ça passait par différents compositeurs que j'aborderai même là. J'en ai choisi un en particulier qui est Toru Takemitsu. Je vais vous dire pourquoi après, avec quel film, parce qu'il a fait beaucoup de bandes originales. Et donc c'est un travail un peu nouveau dans ma recherche. Moi j'ai beaucoup travaillé sur la nouvelle vague, j'ai fait un doctorat sur le cinéma d'Éric Rohmer, sur le travail audiovisuel d'Éric Rohmer, parce qu'il a fait beaucoup de films de télévision, et que j'ai mis en rapport avec ses films de cinéma. Donc j'ai travaillé beaucoup sur la nouvelle vague, sur la critique même, ou l'histoire de la critique, et puis je suis à mes heures perdues critique également au Cahier du cinéma, que je me permettrai de citer d'ailleurs aujourd'hui, qui est une revue certes de référence, mais là je la cite à bon escient par rapport aux objets que je vais aborder ici. Donc je suis à la fois novice, et je vais vous le dire d'entrée de jeu, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que sur la pile des livres en attente de lecture depuis quelques années que je peux accumuler, et en particulier sur le sujet, il y a celui-là qui est sorti maintenant il y a presque 4 ans. Moi je l'ai acheté il y a juste 2 ans, et je l'ai lu là, j'oserais dire quasiment pour l'occasion, pour cette rencontre aussi, qui est très bien, parce qu'il aborde ce sujet de plein pied. Donc c'est beaucoup plus fouillé évidemment que ce que je vais pouvoir vous présenter en un temps aussi limité évidemment, mais c'est presque, j'oserais dire, l'objet que j'aurais souhaité pouvoir déjà écrire, ou peut-être une continuité à ça, d'une certaine façon. Il s'agit donc, le titre c'est Les cloches d'Atlantis, il s'agit de Philippe Langlois, qui travaillait toujours à l'IRCAM, je crois, aujourd'hui, et qui est sous-titré Musique électroacoustique et cinéma. Donc c'est vraiment là, pour le coup, une espèce d'enjeu que je me suis donné il y a quelques années, avant même de connaître, je vous le confie, avant de connaître ce livre. Donc je suis à la fois jaloux et très content qu'un livre comme ça existe, et j'espère pouvoir, alors, en termes même de rédaction et peut-être de publication, pouvoir emboîter le pas presque à un Philippe Langlois, que personnellement, plus que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontré. Je le connais et je l'évoquerai tout à l'heure rapidement, pour l'atelier de création radiophonique. Parce que plus jeune, j'écoutais beaucoup l'atelier de création radiophonique de France Culture, et il se trouve qu'il l'a copiloté avec Frank Smith de 2001 en gros à 2011, quoi, une bonne dizaine d'années. Donc je réévoquerai ça. Mais ce livre, en tout cas, paru, pardon, parce que je suis très mauvais pour retenir le nom des maisons. Très beau livre en plus, très très bien. Édition MF, voilà, ce livre est déjà, je pense, un bon livre de référence, et il a pu d'ailleurs, j'imagine, m'inspirer dans les objets. On a un objet commun, c'est Takemitsu, même si je ne parlerai pas des mêmes films, justement, pour pas reprendre ce que Philippe Langlois a déjà écrit. Donc l'idée, c'est de vous offrir des pistes, en fait, de m'offrir d'abord des pistes dans ma recherche, et puis de vous offrir des pistes ici pour, sans à proprement parler théoriser, mais à travers plusieurs exemples que j'ai choisis ici, partir d'une réflexion alors qui venait d'abord en études cinématographiques, c'est presque une tarte à la crème, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser à tort et à travers. Là, j'espère avoir choisi le bon fragment, c'est Robert Bresson. Ça d'ailleurs, ça faisait partie du résumé que j'avais envoyé à Stéphane, et je vais vous citer son passage. Pas de musique d'accompagnement, de soutien ou de renfort. Pas de musique du tout, sauf, bien entendu, la musique jouée par des instruments visibles. Il faut que les bruits deviennent musique. Il faut que les bruits deviennent musique. Il y a déjà tout un programme, selon moi,
qui est donné là. Donc ça, c'est un fragment tiré de ses bien connues Notes sur le cinématographe, très beau livre, très court, où il s'adresse à lui-même, où Bresson, en tant que cinéaste, s'adresse à lui-même et se donne des conseils par rapport, aussi bien d'ailleurs à la direction d'acteur, qu'il n'appelle même pas acteur mais modèle, que par rapport au son, à l'usage du son et de la musique, comme vous voyez là spécifiquement, ou alors même carrément sur l'image. Donc il faut que les bruits deviennent musique. Si la musique est jouée, elle doit être à l'écran, ce qu'on appelle tout bonnement une musique d'écran, c'est-à-dire que la source sonore est visible à l'écran, vous la voyez, et pas de musique de fausse. Donc, pour l'opposer à la musique d'écran, alors on dit aussi intradiégétique ou extradiégétique, qu'importe ici le terme. Je préfère musique de fausse parce que ça représente bien le théâtre, c'est-à-dire le cinéma muet qui est projeté, on l'accompagne avec un orchestre, un piano seulement, un violon seulement ou carrément un orchestre, et puis on projette un film. Là, voilà, la musique est une musique de fausse, elle est extérieure au récit, contrairement à la musique d'écran où on voit la source sonore à l'image. Donc lui, pas de musique de fausse, ce qu'il appelle justement ici, pas de musique d'accompagnement, de soutien ou de renfort. On dit aussi coussin sonore dans le jargon, de manière très simple. Et à partir de ce court extrait des Notes sur le cinématographe, viennent d'emblée plusieurs questions. Quelle place donner au bruit dans la bande sonore de film ? Tout son d'un objet quelconque ne va pas être musical, forcément. Mais à quel moment, nous, d'ailleurs, en tant qu'analystes ou simples spectateurs, spectatrices, on va vouloir donner une approche musicale de tel son ? Et là, je vais avoir un exemple justement avec Sacha Guitry, ici, vous allez voir. Et qui n'engage que moi, a priori, mais vous me direz ce que vous en pensez justement. Donc, quelle place donner au bruit dans la bande sonore de film ? Font-ils office de musique ? Jusqu'à se demander pourquoi pas, je vais y venir très vite, puisque une musique d'accompagnement ou de soutien, pour reprendre les termes de Robert Bresson, est-ce qu'une bande-son peut faire œuvre musicale en elle-même ? C'est-à-dire qu'une fois qu'on récupère la bande-son d'un film, pour elle-même, est-ce qu'elle fait œuvre à elle-même ou pas ? Est-ce que ça peut suffire ? C'est pour ça que l'atelier de création radiophonique, pour moi, est intéressant. Parce que j'avais l'impression que c'était une bande sonore de film idéal, sans image, quoi. Et ça marchait magnifiquement. Comme quoi, l'invention de la radio en elle-même, d'ailleurs, est quelque chose à mes oreilles, capital. Donc, beaucoup d'exemples de films ont scindé justement cette bande image et cette bande son. Inutile de rappeler que sur pellicule, depuis le parlant, on a en plus, sur le son, on a du son optique sur la pellicule. Voilà. Vous avez du celluloïde et puis le son optique est dessus. Donc, on peut scinder les deux, on les voit. Je ne sais pas si vous vous rappelez du générique de La Nuit américaine de François Truffaut, par exemple. On voyait justement le son défiler. C'était le son optique. Il le prend comme référent de l'ouverture. Et donc, le signal réagit évidemment aux voix qu'on entend en off dans le générique d'ouverture. Donc on scinde la bande image et la bande son et on propose une nouvelle approche du voir et de l'écoute, laissant donc la spectatrice et le spectateur en quête d'un terme que j'aime bien, qui est l'achoppement entre ces deux bandes. À quel moment, à un moment, ça raccorde entre la bande son et la bande image ? À quel moment ou alors à quel moment tel son va renvoyer à quelque chose, à une fulgurance presque de l'image, et inversement. Donc à partir de ces divers exemples que j'ai pris alors dans le cinéma japonais pour Takemitsu tout particulièrement, je vais essayer d'arriver jusqu'à David Lynch si on a le temps. On pourra déborder un peu, Stéphane, ou pas ? Oui. Oui, super. Si ça ne vous dérange pas, bien sûr, vous me direz. On verra que le cinéma donc, est aussi, selon moi, un art acosmatique. Donc acosmatique, évidemment, vient de Pierre Schaeffer, le terme en lui-même, beaucoup repris dans nos études cinématographiques. Quand on étudie, c'est Michel Chion qui a le plus écrit, évidemment, sur les rapports entre le son et l'image au cinéma. Donc, Michel Chion, dans son glossaire, dit la situation d'écoute acousmatique est celle où on entend le son sans voir la cause dont il provient. On rejoint presque l'idée de musique d'écran et de musique de fausse tout à l'heure. C'est la musique d'écran où vous êtes censé voir la source ou pas, quoi. Donc ce qui est par principe le cas avec les médias tels que le téléphone et la radio, mais aussi souvent dans le cinéma, la télévision, etc. Et bien sûr dans l'univers acoustique naturel où un son peut nous parvenir sans la vision de sa cause.
c'est toujours l'idée de vouloir trouver la cause à tel son et voir comment ça opère justement entre bande son et bande image à partir de là. Il ajoute, et ça c'est intéressant dans le glossaire, au cinéma les sons acousmatiques sont la plupart du temps, il dit même quasiment tout le temps, identifiés du point de vue causal tout simplement par le contexte où on les entend. C'est-à-dire que notre cerveau à nous va tout de suite nous rapporter à tel objet ou à telle chose le son lui-même, même s'il ne va pas apparaître dans le plan précisément. Il va être dans l'espace filmique, mais il ne va pas être forcément dans le plan. Donc il peut très bien être même hors champ, mais on va pouvoir s'y reporter. Alors quand moi je dis que par exemple d'exemple du cinéma japonais jusqu'à David Lynch, on verra que le cinéma est aussi un art acousmatique, j'entends par art acousmatique une musique concrète, donc à la manière d'un Schaeffer, qui va de l'enregistrement à l'aide du microphone, de prise de son en studio ou de terrain, même de field recordings comme on dit volontiers aujourd'hui, jusqu'à l'invention de sons, aussi bien en utilisant d'ailleurs les synthétiseurs, les manipulations du son enregistrées sur divers supports, donc l'électroacoustique en soi, jusqu'à l'écoute du morceau fini, de l'œuvre elle-même, ainsi composée, agencée de ces multiples sons et fragments, et rendue possible par l'intermédiaire, évidemment, de haut-parleurs. Donc la sélection de ces séquences de films, ces séquences de films m'ont toutes attiré d'une certaine façon pour leur bande-son, quelque chose de spécifique à elles, pour la façon dont le son pouvait être créé ou généré jusqu'à utiliser, et je l'ai mis dans le titre de ma proposition de communication aujourd'hui, des procédés que je qualifierais volontiers d'électroacoustique, jusqu'à user aussi la notion de design sonore que peut-être que j'aborderai pas, parce que du coup là on déborderait beaucoup, mais il y aurait entre autres à voir un passage génial de Memoria, qui est de Apichatpong Weerasethakul, un cinéaste thaïlandais formidable, qui fait une représentation directement en studio. Le film est extrêmement simple, très épuré. C'est avec Tilda Swinton dans le rôle principal. Et ce film est étonnant parce que on suit un périple très, très simple de l'héroïne, jouée par Tilda Swinton, et puis elle rencontre des musiciens. Elle va dans un studio justement, elle fait peut-être qu'on verra un court extrait, mais voilà, je m'attarderai peut-être pas, en tout cas aujourd'hui, sur la notion même de cette notion même de design sonore, mais ce serait peut-être une autre partie à voir ensemble une autre fois. De manière absolument simple, Brian Eno, dans un entretien donné dans le... Alors, il se trouve que c'est pour ça que je l'ai pris, c'est dans le dernier entretien au Cahier du cinéma, donc c'est en ouverture du dernier numéro de novembre 2025. Dans ce numéro-là, donc Brian Eno, je ne sais pas si je le présente, mais bon, c'est un producteur de musique, alors on va dire d'art de masse, si on veut le comparer à la musique supposément plus sérieuse, etc. Enfin, il vient de la pop, concrètement, mais pas que, parce qu'il est plasticien, et d'ailleurs l'entretien le dit assez bien, je crois. Donc il est plasticien au départ, aux Beaux-Arts, et puis il se dirige, pas par accident, mais presque, vers la musique. Et justement, il en parle d'une façon très intéressante. Il parle de son rapport à l'image et à la musique, dans sa jeunesse et même au cinéma, évidemment, puisqu'il s'agit des cahiers du cinéma, donc il est interrogé là-dessus. Donc je le cite, il dit « Jeune, je baissais le son de la télévision et je mettais de la musique sur tout ce qui était diffusé, le journal, un reportage, un téléfilm. J'ai vite compris que je pouvais ainsi facilement modifier le sens et l'interprétation de ce qui se passait à l'écran. » Il ajoute aussi que les bandes originales d'Ennio Morricone m'ont profondément marqué, là, pour vraiment parler de cinéma, mais qui découvre majoritairement la télévision, en tout cas c'est ce qu'on a pu comprendre dans l'entretien. Et il ajoute aussi, je le cite, « Je découvrais une musique qui n'avait pas vraiment de premier plan ou de profondeur, là il parle d'Ennio Morricone, exclusivement conçue pour créer une atmosphère. Cela répondait parfaitement à la façon dont je pensais à la musique à l'époque. Des années plus tard, j'ai conçu l'album Music for Films, c'est pour ça, vous imaginez bien que j'ai pensé à Brian Eno aussi pour cette présentation, Music for Films, avec différentes musiques dont on pouvait dire qu'elles pouvaient trouver leur place dans un film. Le résultat ne s'est pas fait attendre. Plusieurs réalisateurs de télévision ou de cinéma m'ont demandé de composer pour eux. Mieux encore, beaucoup ont simplement pris des morceaux du disque et les ont utilisés tels quels. » Donc on entre ici dans le vif du sujet, par rapport en tout cas aux questions que j'ai posées initialement dans ma
courte problématique, là. La musique for films, pour les films, peut vivre indépendamment de tout film, et la preuve, elle est là même avant, c'est-à-dire que Brian Eno sort un disque, et puis d'un seul coup, il propose ça comme de la musique de film, alors que les films n'existent pas. Voilà. Pas encore, en tout cas, à ce moment-là. Donc je m'amuse de cet anachronisme, hein, et nous sommes, pour ainsi dire, dans le cas simple, sur le principe, de l'usage d'une musique même préexistante. Reprendre, je sais pas, une cantate de Bach ou la 9e de Beethoven dans une séquence, par exemple. Mais là, c'est quand même de la musique nouvelle. C'est-à-dire, c'est là où il y a une légère ambiguïté et qui m'amuse, ce que j'appelle cet anachronisme-là. Donc il y a une réponse, est déjà là, à la troisième question que je me posais tout à l'heure, là. C'est jusqu'où une bande originale peut être indépendante et même être écoutée seulement pour elle-même. Bah, voilà, Brian Eno a déjà répondu dans les années 70 avec ce disque-là. Il y a 1000 autres exemples, évidemment. Hein. Je vous ai pris celui-ci parce qu'il répond à une actualité récente et à un entretien paru là. Mais on peut dire que certaines bandes sonores existent d'emblée par elles-mêmes, je le crois, pour elles-mêmes. Même si la commande était bien celle pour un film, c'est ainsi que j'ai conçu, moi, tout jeune, j'ai une vingtaine d'années, que j'ai conçu mentalement le film, je ne sais pas si vous le connaissez, Paul AX de Léos Carax, à la toute fin des années 90. À défaut de pouvoir voir moi personnellement le film projeté dans la petite ville où je vivais à ce moment-là, je me suis procuré le disque, le CD en fait, qui venait de sortir. Donc la musique originale est composée par Scott Walker, qui était un grand chanteur de pop des années 60 et qui s'est mis à faire de la musique expérimentale pour aller vite dans les années 90. Une espèce de retour comme ça à la musique. Il n'a pas tout à fait arrêté, mais il sortait beaucoup moins de disques dans les années 80. Et puis il redébarque dans les années 90, au tout début des années 90, avec l'album qui s'appelle Tilt, qui est utilisé en ouverture. Un morceau est utilisé d'ailleurs, Cockfighter, au début de Paul AX. Et quand moi j'écoute ce disque, sans avoir vu le film, alors que le film existe là pour le coup, je me fabrique un film en fait. Je me fabrique un récit et j'essaie d'imaginer à partir du disque seul l'histoire, la mise en scène même du cinéaste. J'avais vu qu'un film à ce moment-là, je crois, de Carax, mais bon, j'avais vu Mauvais Sang et j'essaye d'en tirer quelque chose. J'en veux pour autre exemple aussi une bande originale que j'aime beaucoup, qui vient aussi du rock là pour le coup. Folk ou rock, mais là c'est vraiment, ça sonne rock parce que c'est Neil Young qui en est responsable. C'est le Dead Man de Jim Jarmusch, que vous connaissez peut-être, qui est un très beau film classique, entre guillemets, un noir et blanc. Alors donc on est loin de toute musique concrète ici, hein, je vais y revenir évidemment, mais c'est un bon exemple, je crois, avec ces compositions, ces sonorités rock-là. Il y a un harmonium et une guitare électrique, juste pour préciser ici que c'était des prises directes. C'est-à-dire que la composition est improvisée par Neil Young face aux images projetées, dans la version donc prémontée en gros de la bande image, et même déjà un mixage des dialogues et tout, de la part de Jim Jarmusch et de son auteur. Mais Neil Young là, compose en découvrant le film. Ça c'est intéressant, en tant que composition d'image. C'est direct, c'est de l'improvisation face au film. Alors évidemment, il y a un travail de mixage quand même après, quand vous écoutez le disque, parce que ça ajoute, voilà, pour bien connaître le disque et bien connaître le film, et j'ai déjà fait même la comparaison de certaines séquences entre elles, enfin, telle qu'elle est retranscrite dans le disque et telle qu'elle est dans le film, il y a des sons incompréhensibles dans le disque qui apparaissent par rapport au récit, un son de voiture moderne a priori, qu'on identifie comme tel en tout cas, hein, puisque évidemment on n'a pas l'image, mais d'une porte qui claque aussi, alors qu'on est dans un western où les chevaux sont les seuls modes de transport, concrètement. Donc il y a quand même un jeu, là. Si vous n'écoutez, là il se trouve que j'ai pas fait comme Paul AX, que j'ai pas découvert cette bande originale avant de découvrir le film. Et d'ailleurs ça m'a peut-être trahi, parce que j'ai pas tout de suite entendu ces sons-là, ces sons ajoutés-là, mais qui portent vers quelque chose d'autre. Donc qui permet d'ailleurs peut-être rétrospectivement, à travers les sons ajoutés sur un disque qui ne sont pas dans le film, d'avoir une lecture aussi du film spécifique. Bon, c'est encore un autre sujet. Il y a d'autres cas comme ça, de composer en découvrant le film, de jouer face à l'image projetée. C'est John Cale, par exemple, donc qui a fait entre autres partie du Velvet Underground, mais qui a une longue carrière de soliste, enfin, sous son nom John Cale, et qui sort encore des disques aujourd'hui d'ailleurs. Pour le film en particulier, La naissance de l'amour, et puis Le vent de la nuit. Je pensais à Philippe Garrel, ce cinéaste français intéressant,
Ça, c'est les années fin 80-90. Et Garrel lui projetait aussi le film sur grand écran, dans un auditorium, sensiblement, j'imagine, comme celui-là, peut-être un peu plus petit. Donc c'est un cas intéressant. Et le cas limite, peut-être, pour en finir juste avec cette perspective d'une bande sonore totalement indépendante qu'on pourrait écouter comme ça sur disque, le cas limite, c'est au sens où là, Jean-Luc Godard, puisqu'il s'agit de lui, voulait vraiment sortir le disque comme si c'était autre chose que le film, et qui porte pourtant le même nom, c'est Nouvelle Vague, le film de 1990, avec Alain Delon dans un des rôles principaux. Et le disque sort sur le label ECM. Et le disque, selon Godard en tout cas, peut se suffire à lui-même, justement. Idée novatrice dans l'histoire même du disque, de la production de disque, et commercial du disque, qui n'est pas là pour rappeler le film lui-même. En fait, si vous écoutez ce disque, finalement, d'ailleurs, moi c'est ce que ça me fait, après c'est peut-être très subjectif, mais en tout cas, c'est vrai que ce que j'écoute avec le disque ne me renvoie pas forcément au film que je connais pourtant bien. C'est très étonnant. Mais ça vous embarque dans une fiction quasi radiophonique, comme je le disais tout à l'heure, très complexe dans son propos, parce que Nouvelle Vague est une bande-son très complexe de fragments, y compris de citations en plus très multiples. Mais donc il y a pour moi des fragments de beauté sonore ici indéniables. Mais Godard travaillait cela déjà dans les années 60. Et là, je vais vous mettre un extrait de 1967, donc bien avant 1990 pour Nouvelle Vague. Alors, il n'y avait pas de projet de disque ou quoi que ce soit de cet ordre à l'époque, évidemment, je ne peux pas le glisser, pardon. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez ce film assez étonnant. J'en ai un peu... J'ose dire, je commente en direct pour faire un peu, pour pas vous laisser malheureusement défiler comme ça et le commenter qu'après. Un objet, qu'est-ce que c'est? C'est du silence, par exemple. Il n'est plus accompagné de sa propriété sonore à ce moment-là. Donc il coupe tout, en fait. Ce qui est très intéressant en soi. Et ça continue comme ça. Alors ce qui m'intéresse, évidemment, là, c'est pas la voix en elle-même, qui est quasiment une voix de commentateur, de récitant, ce qui est celle de Godard lui-même, et qui chuchote, évidemment, intentionnellement, pour qu'on comprenne, qu'on tende l'oreille, que ce soit aussi plus difficile, et il couvre facilement ces sons-là, sa propre voix aussi par d'autres sons extérieurs, et en particulier, vous allez voir ceux du café, donc c'est un peu plus explosif. Je pense que tu as monté un peu par rapport à la voix, justement, et attention, parce que ça va devenir plus fort. Là, ça va.
etc. Et là, il a un jeu comme ça permanent. Alors, je ne vais pas comparer ça, même si c'est quasi contemporain par rapport à, en tout cas au début je sais pas, un Luc Ferrari par exemple, par rapport à Strathoven. Alors là, c'est pas des œuvres multiples qu'il met bout à bout mais il y a l'idée d'une composition fragmentaire comme ça, à partir non seulement de sa propre voix et d'un récit qu'apparemment Godard a écrit lui-même, dont il a pu s'inspirer dans différents manifestes politiques même, enfin, ou subjectifs, hein, c'est peut-être un traité philosophique. Je n'ai pas l'origine même du texte de Godard, qui est à mon avis très composite, comme ce qu'il a fait toute sa vie finalement. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est à l'image, en plus, il se trouve que je trouve ça très beau, c'est-à-dire que c'est juste une tasse de café, et en fait c'est tout le cosmos qui est ressenti à travers lui, c'est-à-dire c'est quasiment une nuit étoilée, ou une voie lactée, ou un univers, quoi. Il faut que j'écoute, il faut que je regarde autour de moi plus que jamais. Donc il y a ce sentiment de pouvoir travailler la bande son et la bande image indépendamment l'une de l'autre, et en même temps, je vous parlais tout à l'heure d'un terme que j'affectionne particulièrement, parce que je trouve qu'il est très parlant, c'est achoppement. À quel moment justement le discours même d'un Godard ici est capable de rejoindre l'image, et à quel moment on est capable d'avoir une idée comme ça, cosmogonique quasiment du monde, mais dans une tasse de café et dans un café banal, jusqu'à entendre extrêmement fort, et ça j'aime beaucoup aussi dans l'usage sonore, et pour moi là ça devient musical à ce moment-là, la tireuse à bière par exemple. Et le retour de la tireuse à bière, pouf, silence ensuite, et puis on revient à la parole, et puis on va revenir évidemment au café lui-même, enfin le café en tant que lieu. Donc on va passer entre la tasse de café qui est filmée de toujours plus près, en point de vue zénithal ici, et vous voyez là ça dessine des constellations quasiment, c'est très très beau. Pour revenir au son du café, un son d'ambiance, quoi. Et sans doute que ce café à boire face à cet homme-là qui est penché dessus, peut-être que cette voix c'est la sienne, une voix mentale, une voix... Et cette structure. C'est pas écrit en vers, on a Alexandrin précisément, mais par contre il y a quand même une musicalité aussi du discours. Donc là il y a un enjeu aussi pour moi, je trouve. Alors il se trouve qu'il y a du sens en plus à travers les paroles, un mélange en plus entre une part très affective et subjective de qui suis-je au monde, un peu seul contre tous, contre l'ensemble le reste du monde qui est même représenté quasiment là dans une tasse de café, et puis justement le point de vue politique, et je vous avais dit, le film parle plus que directement par exemple du Vietnam à ce moment-là, etc. Je ne sais pas si oui, je l'ai là. J'ai une citation d'ailleurs très belle je parlais d'Éric Romer tout à l'heure par rapport à mon travail personnel, mon travail de recherche des 10 dernières années précédentes. Autour de cet assemblage-là, à la fois sonore, stupéfiant, et ce qu'il est capable de faire autour d'une tasse de café, Romer dit de Godard, il y a un cinéaste très différent de moi, mais qui est mon ami depuis longtemps que je fais du cinéma, donc ça il le dit, il en parle à la fin de sa vie. Il dit, il est arrivé à des choses auxquelles je n'arrive pas. C'est Godard, dans un film sur la banlieue qui s'appelle 2 ou 3 choses que je sais d'elle, donc ce film-là. Il filme une tasse de café où l'on met un morceau de sucre. Vous allez voir d'ailleurs. Il en est là aussi une beauté cosmique. De temps en temps, Godard réussit cela. Pourquoi ? Parce qu'il ne fait pas que raconter une histoire, comme j'aime le faire moi. Au cinéma, on ne peut pas à la fois raconter une histoire qui se tient, qui est réaliste, et créer de la poésie, selon Romer. C'est-à-dire que Godard, lui, est là du côté quasiment du registre poétique, cosmogonique aussi, là, par rapport à cette séquence précisément, ce que lui ne sait pas faire, selon lui. Alors, on pourrait très bien dire chez Romer qu'il y a de la poésie dans des séquences, hein, la fin du rayon vert, justement, si on pense au rapport astronomique entre le Soleil et la Terre. Mais bon, là n'est pas le sujet, c'est pas le problème. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il dit que ça crée de la poésie. Il dit même à un autre endroit que ça crée justement une forme de musicalité propre à Godard. Et c'est là où je le rejoins complètement. C'est que je pense qu'il y a une forme musicale à travers l'usage, le mixage même des sons, que Godard entreprend quasiment par lui-même, hein, quasiment seul, qui est très, très efficace.
Et en plus, je dis ça, en même temps, Godard ne vise pas justement l'efficacité, mais la beauté, oserais-je dire. Et la nouveauté aussi. C'est-à-dire qu'en 67, c'est novateur de maltraiter, entre guillemets, la bande sonore comme ça. Inspiré sans doute par, mais même, j'ose dire, je sais que les gens de la nouvelle vague, enfin certains en tout cas, étaient très intéressés même par le travail d'un Yanis Xenakis, même s'il ne travaille pas comme ça forcément au début. Je veux dire, en électro, enfin il fait de l'électroacoustique aussi, mais même s'il va se diriger très vite vers autre chose. Mais c'est des gens qui ont pu parler et vu même le pavillon de 58 avec Varèse évidemment, et le morceau utilisé aussi de Xenakis dans la structure de Le Corbusier, etc. Et ils en ont parlé même dans certains films. Enfin, donc ils connaissent ces choses-là, et en fait, je crois qu'ils s'adaptent à ce mouvement en musique très novateur du travail des bandes elles-mêmes et du travail même des haut-parleurs. Et Godard, il est obsédé par ça. J'en suis convaincu. C'est même dit même dans la biographie d'un spécialiste comme Antoine Debac, c'est un truc qui est évoqué, c'est-à-dire qu'il est obsédé par le son, et ça sera vrai jusqu'à la fin de sa vie. Mais revenons justement à l'idée que justement les bandes son puissent, à leur insu, d'une certaine manière, correspondre à une forme qu'on qualifierait d'électroacoustique. Moi, mon obsession actuellement, en fait, c'est ça. C'est même dans des vieux films qui précéderaient, entre guillemets, l'électroacoustique, tel qu'on l'entend après-guerre, à partir de 48, même avec des définitions, comme je disais tout à l'heure, d'art acousmatique de Schaeffer, par exemple. Je cherche des formes, d'où l'exemple que j'essayais de caler tout à l'heure en mono, là, le désiré de Sacha Guitry. Pardon, je me le remets. Alors, je peux même faire stop ici. Et le relancer direct, pardon. Je le recale, excusez-moi. C'est juste là. C'est un court passage. Si m'ont peut-être pensé que puisque vous m'avez entendu, vous, ils ont pu m'entendre eux aussi, peut-être penser que même s'ils ne m'ont pas entendu l'année dernière, ils peuvent m'entendre l'année prochaine, ça me revoit, et naturellement, ça va me reprendre, puisque tous les deux, nous en avons parlé. Bon, tu imaginez, vous avez imaginé qu'ils m'entendent l'appeler au tête. Non, je l'appelle madame. Ah, pour la troisième personne. Pardon, ça. Oui, de la Oui, ça vous suffit qu'il soit pressé. Moi, ça ne me suffit pas. Que vous êtes maniaque. Moi, je suis pas maniaque. Moi, j'aime bien faire ce que je fais. Et si vous faisiez mieux votre métier, ça vous les variez davantage. C'est comme ça que vous m'remerciez de vous aider. Je ne suis pas en remercier. Je vous ai rien demandé. Est-ce que vous pouvez être désagréable quand vous y mettez? Non, je ne suis pas désagréable, je n'aime pas vos manières. Mes manières. Oui, vos manières. Ça va être là. Qu'est-ce que, ça c'est mon avis, en fait ça m'est revenu, justement en m'intéressant entre autres par exemple à un Godard. Je ne dis pas qu'il y a une filiation Guitry-Godard ou quoi que ce soit, le problème n'est pas là du tout. Le problème, c'est de se dire à quel moment on est capable de repérer, ou on veut repérer, en tant que moi, spectateur, je veux repérer des éléments que je qualifierais presque d'électro-acoustique, enfin en tout cas d'acousmatique aussi, dans des films qui ne traitent pas... On est en 1937 ici, le film s'appelle Désiré, c'est du Sacha Guitry, c'est une pièce de théâtre qui est adaptée directement au cinéma comme il l'a fait pour plein de ses pièces, mais sauf que, alors là on dit que c'est du théâtre filmé, je vais y revenir, il invente des formes cinématographiques, visuelles souvent, mais là pour moi sonore. Et c'est pour ça que ça m'intéresse. Je vous laisse écouter parce que... Vos manières, allez, moi qu'est-ce que vous voulez? Je n'aime pas. Je n'aime pas qu'on se trouve de ces façons. Et même qui plus est, j'ai horreur de ça. Mais vous n'avez pas demandé à Adèle et à moi d'avoir les mêmes sentiments que vous pour madame. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous comprenez pas ce que ça veut dire? Non, je ne comprends pas. Je ne tiens pas bon. Tiens. Oui. Pardon. Oui, c'est comme ça. Et vous savez, assez sourire. Ou bien? Ou bien ça va vous arrêter la tête. Oui, depuis 2 ou 3 jours, ou 4 jours, vous connaissez écouter de la télé pour me regarder. Je commence à en avoir singulièrement la tête. Auriez bien fait de me demander pourquoi je rigole. Oh là là, ça m'intéresse bien. Vous avez peut-être tort. Oui, mais j'en mourrais pas. Ça vous aurait rendu service. Tant pis pour moi. Bon là, la source sonore, elle est à l'image, il n'y a aucune ambiguïté, c'est les vers. Enfin c'est les couverts d'abord même, mais c'est les vers ensuite. C'est très court donc, en Suisse, mais il y a pourtant quelque chose pour moi de musical ici, bien plus surprenant que tout violon ou piano que Guitry met dans d'autres films d'ailleurs. Il a recours souvent à des très bons musiciens.
il n'hésite pas à faire appel à eux pour de la musique d'écran, comme je disais tout à l'heure, souvent, c'est-à-dire qu'on voit les musiciens vraiment à l'image, en train de jouer en direct, donc, et puis parfois en musique de fausse, mais c'est beaucoup plus rare chez lui. Donc ce motif m'est revenu récemment, il y a 1 an ou 2, je dirais à peu près, quand j'ai revu le film, et ça m'a frappé en fait, tout simplement parce qu'il dénonce ici presque une rugosité à l'image. Alors elle est pourtant foisonnante cette image, il y a plein de trucs, il y a du bibelot, on est chez des bourgeois à Deauville, on est dans la maison, eux sont domestiques, vous l'avez bien compris, et d'où la préparation de la table. Et puis il y a un ministre d'ailleurs, c'est la maison de la maîtresse d'un ministre, pardon. Et donc il y a la rugosité de l'image, mais au sens où je dis théâtre filmé, parce que vous voyez c'est très simple, c'est un plan fixe, on regarde s'agiter Guitry qui fait son Guitry, quoi, qui interprète comme tel. Mais pour moi ça va au-delà de ça en fait, justement. Il ponctue la parole, et Dieu sait que ça parle beaucoup chez lui, il ponctue la parole avec ces sons-là, avec ces sons de verre. Et si le cinéma est le lieu du sonore, depuis le parlant, en tout cas depuis ce qu'on appelle le cinéma parlant, le son, pour moi, en est l'indice. Et c'est là que ça me plaît, ici. C'est un peu comme la tireuse à bière tout à l'heure dans l'exemple de Godard. Il se produit des effets de sens entre espace et son, un jeu entre son et lieu du son. Et on peut, là c'est important pour moi, on peut déjouer les sons par le lieu. Et le sonore, et d'ailleurs quelqu'un comme Daniel Dehaye, qui est un preneur de son, ingénieur du son, qui a pas mal écrit sur le son, au théâtre justement, et au cinéma, parce qu'il a pratiqué les deux. Donc Daniel Dehaye le dit lui-même, le sonore ramène trop de réel ou de déréalisation. Et c'est exactement ce qui se passe pour moi ici, c'est-à-dire que le point de vue n'est pas nécessairement le point d'écoute. C'est-à-dire qu'à un moment, la caméra bouge un peu, mais on va chercher les vers qui sont au fond du champ, quoi. Et puis le point d'écoute est frappant, c'est-à-dire au sens propre, parce que les vers se touchent. Et il y a comme un déficit avec lequel on joue évidemment de localisation dans le sonore. Donc là, puisque le son direct il y a, même aussi, vous voyez, même la patte, je veux dire, là c'est même déjà une version plus ou moins restaurée de l'époque, mais c'est déjà, vous voyez, même on comprend à peu près tous les mots, mais c'est quand même vraiment vieilli. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que donne le microphone est un son qui valorise ou dévalorise en fait. Et quand il se rapproche avec les micros et qu'il percute, que les deux vers se percutent, là ça couvre tout, évidemment. Parce que le micro est censé encaisser ça aussi, mais ça donne quelque chose d'esthétique pour moi dans la séquence. Et la manifestation volumétrique et plastique du son fait apparaître pour moi aussi le lieu du micro déjà, parce qu'on le devine au moment où ça sonne, et parce que ça amenuise la parole, alors que la servante parle toujours à ce moment-là. Et puis quelque chose du monde environnant se révèle, alors que les tintements de verre tirent tout à eux dans le spectre sonore. Donc c'est ça. Alors c'est très court évidemment, mais justement, c'est ces moments-là qui me happent concrètement. Il y a d'ailleurs une citation, je parlais de Daniel Dehaye, il dit « Il y a donc un jeu entre les éléments sonores que l'on place et ceux qui existent ». Donc les vers, c'est placé, c'est-à-dire c'est une intention de Guitry, y compris de les faire sonner. Il y a même deux notes différentes dans les deux. Et donc il y a le sonore, voudrais-je dire, il a la faculté d'annoncer, il induit notre prévoyance, il introduit aussi de l'inattendu, y compris par rapport au discours. Et c'est exactement ce que Godard a fait en 67, pour moi, dans 2 ou 3 choses que j'essaie d'aller. Pour finir là-dessus, le sonore est le messager et un danger lui-même, en tout cas a fortiori à cette époque-là. Mais c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est comme si le sonore empiétait même sur l'image. Il donne un espace, mais qui n'est pas forcément l'espace d'ailleurs du théâtre filmé, comme je l'ai appelé là, un peu hâtivement peut-être, mais vous voyez ce que je veux dire, surtout chez Guitry, c'est quasiment un théâtre de boulevard à l'image, même s'il invente plein de formes cinématographiques. Donc je ne le dis pas négativement, mais c'est surtout par rapport à l'espace sonore que je le pense. Donc il est à la fois messager et danger de lui-même. D'où le passage, là, à nouveau aux années 60, donc quasi contemporain de... C'est juste un peu avant du film de Godard. La fleur de l'âge ou les adolescents d'abord.
Akko White Morning. Donc c'est un film, ce qu'on appelle un film à sketch en plusieurs parties, réalisé par différents cinéastes. Et c'est Teshigahara qui va réaliser celui-là. Donc on est en, je vous dis pas de bêtises, 64 aussi, je crois. Ouais, 64. Donc Hiroshi Teshigahara réalise ce volet-là, s'il veut bien. Il y en a un de Jean Rouge, par exemple. Et c'est Takemitsu, Toru Takemitsu, oserais-je dire, le grand compositeur japonais, en tout cas de cette époque-là, de cette période-là, qui s'attelle au travail, j'allais dire musical, sonore et musical du film. Je vais vous mettre l'ouverture. On a le temps, hein, Stéphane, tu me dis. En fait, il y a une répétition qui devait commencer à 18h. On peut décaler, il te faudrait combien? Moi, j'avais 1 heure, hein, donc on a commencé à 25h30. Oui, c'est ça. Mais est-ce que on peut remettre ça, il n'y a aucun problème. Non, mais on va. C'est à toi de me dire, je ne veux pas bloquer. Jusqu'à 25, ça te va? Oui, très bien. Déjà, pour pas oui. couper brutalement. Je pourrais débrancher rapidement en plus, il n'y a pas de problème. Ok, merci. C'est pour vous montrer une séquence très belle. Il y a un problème. Voilà, c'est le passage qui m'intéresse. Le creux, le silence là, intentionnel. Piano, a priori. Alors là, il n'utilise pas le piano préparé. 2 ans plus tôt, il avait fait une bande originale sur le film Le Traquenard, qui s'appelle Le Traquenard en français, et qui était un usage inspiré des sonates et interludes. Et voilà la séquence. 今の星5でっぽいですけど、この中で出来はしないと思うけど。好きよ、好き。11時までね、少年時代の晴れですよ。いいよ。そば屋さんのね、その言葉ですね。飛行機は好きなんです。あ、それぐらい。な、いいだろう。
Alors évidemment, il y a des rimes visuelles aussi, entre la pâte pétrie, du pain, là, et puis la boule de bowling qui sort aussi. 私年下なんだけど全部いろんなことも経験しちゃってもう今学校やってMais tout ça est travaillé par Takemitsu lui-même en fait, à cet endroit. Et alors j'aime en particulier la première partie là, avec la pâte justement, y compris, et avec ces coupes dans la matière sonore de prise directe comme ça, et ces coupes très franches. Je vous ai pas donné le titre en français, enfin du court métrage en lui-même. Donc le titre du long métrage c'est La fleur de l'âge ou les adolescentes, et ce court métrage s'appelle Ako, 16 ans japonaise, ou en anglais parce qu'il était sorti comme ça, Ako, A White Morning. Donc le principe dans Ako, ça repose sur ce travail de la matière sonore de prise directe. Takemitsu est non seulement donc crédité à la musique, même le piano que vous avez entendu juste avant, mais aussi à la conception sonore. Là, j'aime le terme de conception sonore qui va venir aujourd'hui, qu'on appelle plus communément design sonore, là où je voulais en venir pour la fin normalement, mais ce sera pour une autre fois. Donc une note sur la méthode de production de l'épisode qui nous renseigne sur la particularité et la complexité de ce travail. Donc je cite la note, une note de travail par rapport au film. Dans l'intention de capturer avec le plus possible d'exactitude le mode de vie actuel de jeunes garçons et filles à l'âge de l'adolescence, un magnétophone sera transporté dans des lieux tels que bowling, soirées dansantes pour grands adolescents, patinoires, etc. Leurs voix et conversations seront enregistrées directement. Une fois que ces enregistrements seront terminés, les images du film seront composées. En d'autres termes, c'est un montage d'images et de sons enregistrés et une reconstruction de l'événement. Par ce montage son et images, mais de manière quasiment indépendante au départ et ramenée ensemble à la fin du processus, le producteur souhaite saisir ce que l'héroïne de 16 ans perçoit du présent et mettre en relief la prise de conscience de la sexualité en particulier par la jeune génération. Donc on suit une bande d'adolescents ici qui, après leur travail à l'usine, vont au bowling, à la fête foraine, décident tous de prendre la route pour voir la mer, etc. Donc il y a plusieurs séquences très belles d'ailleurs, je vous incite à le voir. Il n'est pas facile à trouver, je ne vous le cache pas, j'ai une copie, donc si ça vous intéresse, je vous la remets volontiers. Donc on entend au début le bruit métronomique du réveil, seul, et puis il cesse, suit un souffle. Pourtant on ne devine aucun signe d'expiration à l'image, un gros plan sur le visage de la jeune femme, mais on ne devine pas le souffle en lui-même à l'image. Hormis quelques plans du film dans lesquels les dialogues sont synchrones avec les mouvements des lèvres des acteurs, les voix, assemblées à d'autres sons dont l'attaque pourrait être considérée comme impure et antinomique, on entend par exemple des bandes à l'envers, on en a entendu une tout à l'heure, sont utilisées comme des effets sonores, en fait, n'offrant pas de sens précis à l'action, mais la perturbant évidemment, les mots s'imposant d'eux-mêmes pour ce qu'ils sont. Donc la sculpture sonore lève d'emblée un tabou puritain qui entoure l'usage du son au cinéma, là je trouve, Takemitsu pour moi fait ça, élargissant ainsi son champ d'expression, en utilisant donc tous les bruits et tous les parasites même. Et à nouveau, puisque je citais Godard tout à l'heure et je vous montrais 2 ou 3 choses que je sais d'elle, c'est ce que Godard va faire. Plus ça va être, d'ailleurs on va beaucoup écrire là-dessus, sur le fait que Godard en fait exprès d'avoir un son sale. En fait non, c'est des impuretés sonores, mais justement elles sont travaillées pour ça. Et j'avais une séquence pour fermer justement cette présentation, donc là je saute sur Takemitsu, Lynch et compagnie, donc je suis désolé. Je vais vous montrer un film français, vu que j'étais sur Godard avant et Guitry. Ça aurait été très français ce soir, alors que c'était pas du tout ça qui était prévu. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer une ouverture de 3 minutes 30, de Mon voyage d'hiver. Tu me l'autorises, Stéphane, c'est bon? Oui, bien sûr. Juste ça. Oui, au contraire. Et puis, on peut même l'évoquer après, si vous le souhaitez. C'est l'ouverture du film.
voiture. À Paris, quand j'ai vu ta valise sur le trottoir, j'ai souri. Tu n'emportes rien car tu n'as rien. J'ai entrouvert la glace à cause de la fumée des cigarettes. J'ajuste le gros pull sur tes épaules pour que tu ne prennes pas froid. Tu parais dormir, mais tes yeux s'ouvrent légèrement à intervalles réguliers. Au téléphone, ta mère a dit qu'à Berlin, avec Milena, elle avait moins peur, qu'elle resterait là pour toujours. Elle compte sur moi pour t'emmener. J'ai pensé que j'étais bien la dernière personne à qui confier un enfant. Jusque-là, l'enfant c'était moi. Elle a dit que si, qu'elle a confiance et que tu le voulais. Elle a dit aussi que si je ne savais pas quoi faire de ma vie, je pouvais toujours te la donner. C'est vrai. Déjà l'Italie était tombée, et je voyais l'Europe commencer de vaciller vers le gel définitif. J'essaie de rester concentré sur la route. La brume se lève peu à peu. Er spielt mit den Schlangen und Träumen. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Dein goldenes Haar, Margarete. Margarete? C'est très riche, mine de rien. C'est qu'une ouverture de film, après tout. Voilà, un peu plus de 3 minutes. On arrive au Auf dem Fluss du voyage d'hiver de Schubert, ici. Donc, un des 24, c'est ça, l'île, je crois, dans l'ensemble. Il y en a 3 dans tout le film. C'est pas ça qui m'intéresse, mais c'est le passage de l'un à l'autre. C'est le glissement entre ces 3 premières minutes et l'interprétation ici par Christophe Prégardien et Andrea Steyer au pianoforte du morceau. Surprennent d'abord, en visionnant donc, cette ouverture, les bruits que l'on appellerait d'enrichissement. Ils interviennent en jonction de 2 plans, soulignant le montage opéré et apportent des effets esthétiques pour moi et sémantiques, très intéressants. Je cite Vincent Dieudre, le cinéaste, le réalisateur de ce film, c'est cette voix que vous entendez aussi en commentaire, en voix off. Donc il dit « Ce sont des bruits de vieux films, le bruit des archives du souffle qui arrive comme si le passé était toujours sous-jacent dans le film. Il affleure à certains moments, il vient vieillir, contaminer le film. Ces ruptures entre ces plans très forts qui sont des bruits de caméra, des fréquences vidéo qui viennent fragmenter le récit sont là pour montrer justement que la réalité est toujours complexe, qu'il y a plein de choses en même temps qui s'arrêtent et qui commencent, que tout est fragmentaire, éclaté. Ça ne prétend surtout pas être d'une objectivité complète. » Donc on trouve ici un effet de fragmentation, de rupture, celle d'un récit potentiellement, celle d'une identité, pardon, peut-être aussi, peut-être à travers ce jeune homme qui rentre dans la voiture, qui porte, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais c'est lui le point d'écoute en fait, c'est lui qui porte le micro même, oserais-je dire. C'est-à-dire c'est quand il rentre dans le véhicule qu'on entend ce qui se passe dans le véhicule lui-même. Ça vaut pour le plan justement qu'il va prendre en main, la carte quoi, carte de voyage, et on va entendre d'un seul coup justement le personnage campé par Vincent Dieudre se frotter les mains alors qu'on le voyait de l'extérieur au début et on n'avait pas le son qui l'accompagnait. Donc ça, outre le fait que c'est le point d'écoute, ce qui m'intéresse, c'est dans l'ordre, le vent, une radio, des aboiements, des cris, et pas n'importe quel cri. Je ne sais pas si vous avez pu les reconnaître, mais ce sont les cris du 11 septembre. C'est une femme, c'est des cris qu'on a beaucoup entendus justement au moment du drame, donc de 2001, c'est-à-dire les avions donc, qui rentrent dans les tours jumelles, et ces cris qu'on entend très, très, très fort.
et qu'on a entendu beaucoup à la télévision, justement, à l'époque, beaucoup retransmis, justement. Il y a un commentaire donc, sur les ondes d'une radio allemande qu'on devine, il y a le piano qu'on accorde, évidemment, les bruits d'une voiture qui passe et la corneille. Et c'est là le bruit violent de la voiture aussi qui se referme à ce moment-là. Donc le bruit sourd de la circulation, pour prendre encore dans l'ordre, et le frottement des mains de Vincent, justement pour se réchauffer, mais qu'on n'entend pas. On accorde l'instrument continuellement, le piano, qu'on suppose être le pianoforte qu'on finit par voir en studio juste après, dans la jonction, dans la deuxième séquence. Et puis la voix off qui commence son récit. La voix off, elle m'intéresse, mais bon, c'est pas ça qui fait musicalité pour moi. Ce qui est le plus fort, c'est l'apparition du poème derrière, Todesfuge, qui est de Paul Celan. Très beau poème qu'on ne comprend pas au début, on entend juste quelques mots scandés, Trinken, der Tod ist ein Meister aus Deutschland, on finit par comprendre ça. Mais c'est à peu près toute la scansion qu'on va en retenir. Le film, pour aller vite, va être structuré d'ailleurs autour de ce poème, en grande partie, et évidemment du Voyage d'hiver de Schubert. Je vais m'arrêter là pour cette fois-ci, en vous remerciant infiniment. Désolé pour le retard et désolé d'avoir empiété là, sur une réunion d'orchestre, c'est ça? Juste après. C'est une répétition. Une répétition. Moi, je voudrais vraiment te remercier 1000 fois pour cette intervention que je trouve personnellement extrêmement brillante, extrêmement fine, profonde culturellement. Et bon, on a un petit public, mais je pense qu'avec le conservatoire, il faudra faire en sorte qu'on arrive à avoir plus d'élèves parce que c'est vraiment remarquable ce que tu nous as présenté. Gentil, merci. Un grand merci à toi. Merci. Bonne soirée à vous. Merci.